Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 3 du chapitre Équations différentielles. Dans cette séance de TD, nous modéliserons la charge et la décharge du condensateur en régime continu à l'aide d'une équation différentielle. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier, ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Rappel. Nous rappelons que les équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant sont les équations de la forme AY' plus BY est égal à C, où A, B et C sont trois constantes réelles, de sorte que A soit différent de 0. Nous pouvons appeler E une telle équation différentielle. Nous obtenons l'équation réduite en divisant cette équation différentielle par A, dont l'intérêt de faire cela, c'est d'avoir à ce moment-là un facteur de Y' qui est égal à 1. Alors, en divisant tous ces coefficients par A, donc le facteur de Y devient alors B sur A que nous appelons alpha, et le second membre devient alors C sur A que nous appelons bêta. Nous présentons la résolution pour alpha différent de 0. Les solutions de l'équation différentielle E sur égal grand R sont les fonctions de la forme y égale lambda exponentielle moins alpha fois t plus bêta sur alpha, où lambda est une constante réelle. Nous allons présenter un exemple. Exemple, nous considérons l'équation différentielle E définie par 3y' plus 5y est égal à 2. Et nous proposons de résoudre l'équation différentielle E sur y à grand R, c'est-à-dire que la variable t devra appartenir à grand R. Alors nous allons commencer par préciser que nous reconnaissons bien que E est une équation différentielle linéaire du premier ordre et à coefficient constant. Ensuite, nous allons réduire l'équation, c'est-à-dire que nous allons la multiplier par un tiers, de sorte à ce que le facteur de Y' soit égal à 1, et nous pourrons alors lire le alpha qui sera le facteur de Y et le bêta qui sera le facteur constant. Nous pourrons leur appliquer la formule qui nous dit que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme Y est égal à lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha avec lambda qui appartient à grand R, et nous remplacerons donc alpha et bêta sur alpha par leur valeur. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour comparer ma rédaction. Nous remarquons que E est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. Effectivement, nous avons bien une équation de la forme AY' plus BY est égal à C, où A, B et C sont trois constantes réelles, et de sorte que A soit différent de 0. Alors on réduit l'équation, on multiplie cette équation par un tiers, on obtient alors l'équation suivante, Y' plus 5 tiers Y qui est égal à 2 tiers. Nous lisons que alpha, le facteur de Y, est égal à 5 tiers, il est bien différent de 0, et bêta, le second membre, est bien égal à 2 tiers. Nous pouvons alors appliquer la formule qui nous dit que les solutions sont alors les fonctions de la forme Y est égal à lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha. Nous remplaçons donc alpha par 5 tiers, donc moins alpha t, ça nous fait moins 5 tiers de t, et bêta sur alpha, nous remarquons que c'est égal donc à 2 tiers sur 5 tiers, puisque bêta est égal à 2 tiers et alpha à 5 tiers. Ça nous fait donc 2 tiers fois l'inverse de 5 tiers qui est 3 cinquièmes. Les 3 simplifient, j'obtiens bien 2 cinquièmes. Ainsi, bêta sur alpha est bien égal à 2 cinquièmes. J'ai donc établi que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y égale lambda exponentielle moins 5 tiers de t plus 2 cinquièmes, où lambda désigne une constante réelle. En exercice, nous proposons de résoudre deux équations différentielles E sur y égale grand R. Nous considérons la question numéro 1, où l'équation différentielle E est 2y' moins 7y égale 3. Nous reconnaissons la forme AY' plus BY est égal à C, où A, B et C sont trois constantes réelles avec A qui est différent de 0. Nous pouvons donc en déduire que E est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. On réduit l'équation pour mettre le facteur de Y' à 1, donc on va multiplier par 1/2. Nous écrivons l'équation différentielle obtenue en multipliant l'équation différentielle initiale par 1/2. Nous lisons le alpha qui est le facteur de Y, nous lisons le bêta qui
qui est le second membre, et nous disons que les solutions de E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha, et nous remplaçons alpha et bêta sur alpha par leur valeur pour obtenir la solution, la forme des solutions de l'équation différentielle. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous reconnaissons que E est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. On réduit l'équation en multipliant par 1/2. On obtient alors l'équation différentielle y' moins 7/2y qui est égale à 3/2. Nous lisons alpha égale moins 7/2 qui est bien différent de 0 et bêta est égal à 3/2. Les solutions de E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha, où lambda est une constante réelle. Nous remplaçons alpha par moins 7/2, ça nous donne donc moins alpha t nous donne donc plus 7/2 t. Et si nous calculons le bêta sur alpha ça nous fait donc 3/2 sur moins 7/2, c'est-à-dire 3/2 fois l'inverse de moins 7/2 qui nous donne moins 2 septièmes. Nous simplifions les deux, il nous reste donc moins 3 septièmes. Ainsi, bêta sur alpha est égal à moins 3 septièmes. Nous avons donc obtenu que la forme générale des solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme lambda exponentielle 7/2 t moins 3 septièmes. Nous traitons la question numéro 2, où l'équation différentielle E est l'équation définie par 4y' plus 9y égale 0. Nous reconnaissons encore une fois la forme a'y' plus by est égal à c, où a, b et c sont trois constantes réelles, de sorte que a soit différent de 0. Nous pourrons donc donner la nature de l'équation différentielle E, ou plutôt reconnaître la nature de l'équation différentielle E. Ensuite, nous chercherons à la réduire en multipliant par un quart. Nous ferons donc apparaître la forme y' plus alpha y qui est égal à bêta. Nous lirons les coefficients alpha et bêta. Et nous pourrons dire alors que les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme y est égal à lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha. Et nous remplacerons alpha et bêta sur alpha par la valeur pour pouvoir conclure. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma correction. Nous reconnaissons que l'équation différentielle E est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant, et nous pouvons préciser en plus sans second membre, puisque le second membre est nul. En multipliant cette équation différentielle par un quart, c'est-à-dire en réduisant cette équation, nous obtenons l'équation différentielle y' plus 9 quarts y est égal à 0. Nous lisons que le facteur alpha est égal à 9 quarts et que bêta est égal à 0. Nous disons que les solutions sont les fonctions de la forme y est égal à lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha. Donc avec alpha qui est égal à 9 quarts, donc moins alpha nous donne moins 9 quarts. Et comme bêta est égal à 0, on a forcément que bêta sur alpha égale à 0. Nous trouvons alors que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda exponentielle moins 9 quarts fois t. Nous allons maintenant présenter une application des équations différentielles en électricité, notamment la charge et la décharge du condensateur en régime continu. Nous allons commencer par présenter le condensateur. Le condensateur est un composant électrique qui est représenté ainsi, avec deux armatures séparées par du vide. Nous pouvons noter A et B les bornes de ce condensateur et faire apparaître alors U à B la tension à ces bornes. Nous faisons aussi apparaître l'intensité I qui arrive au niveau de l'armature A. Nous posons QA qui est la charge portée par l'armature A et QB la charge portée par l'armature B. Nous avons alors que QB est égal à moins QA. Les deux charges sont opposées. Grand C désigne la capacité en farad du condensateur. Donc farad, l'unité de mesure de la capacité. QA, nous avons dit que c'est une charge, donc c'est la charge portée par l'armature A et elle se mesure en coulomb. Nous avons l'égalité suivante. QA est égal à C fois UAB. Et comme I est égal à la dérivée par rapport au temps de la charge QA, en remplaçant QA par C fois UAB, nous obtenons que I est la dérivée par rapport au temps du produit C fois UAB. Mais comme la capacité est une constante, nous pouvons la mettre en facteur de la dérivation, ça veut dire que I est égal à C fois la dérivée par rapport au temps de la tension UAB. Nous présentons le circuit que nous allons étudier. Nous avons positionné un générateur de tension continue E. Nous avons une résistance R, un condensateur de capacité C, et nous faisons apparaître ici un commutateur K qui peut se positionner soit en 1, soit en 2. Donc s'il est positionné en 1, le circuit au-dessus est donc fermé, et s'il est positionné en 2, c'est le circuit en dessous qui est fermé. Alors nous allons commencer par étudier la charge du condensateur.
Donc pour cela, nous allons actionner le commutateur K en position 1. Alors avant de continuer plus loin, nous allons à l'oral présenter en fait qualitativement ce qui va se passer, et ensuite nous adopterons une démarche quantitative. Nous allons présenter la charge du condensateur par une démarche qualitative. Alors à l'instant t égale 0, nous positionnons le commutateur K en la position 1. C'est ce que nous allons observer dans un premier temps sur ce circuit. Donc nous avons le commutateur K et nous le positionnons sur la position 1. Ainsi, ce circuit devient alors fermé, donc le courant va pouvoir y circuler. Alors nous précisons la situation à l'instant t égale 0. Nous considérons qu'à l'instant t égale 0, le condensateur est déchargé, c'est-à-dire que la charge QA portée par l'armature A est nulle, et la charge QB portée par l'armature B est nulle aussi, puisque QB égale moins QA. Et lorsque les charges sont nulles sur les deux armatures, cela entraîne que le potentiel en A est le même que le potentiel en B, et donc que la tension aux bornes du condensateur est nulle. Alors, une fois que nous avons positionné K en 1, le courant va commencer à circuler parce que les charges plus vont être attirées par le pôle moins et vont vouloir en fait se déplacer vers le pôle moins. Mais lorsqu'elles se déplacent, ces charges, en fait, elles se retrouvent bloquées ici, comme s'il y avait une vitre en plexiglas. Elles viennent se cogner contre la vitre de plexiglas, pardon. Et donc, ce qui fait qu'on va observer une accumulation de charges plus au cours du temps sur cette armature A, et chaque fois qu'une charge plus arrive, en fait, quelque part, en se cognant, elle va repousser une autre charge plus qui part dans l'autre sens, c'est-à-dire que le courant, effectivement, a lieu dans tout le circuit. Et donc, au fur et à mesure que les charges plus viennent s'accumuler sur l'armature A, et donc que les autres charges plus qui sont en face sont chassées, on voit apparaître donc une accumulation de charges moins sur l'armature B, et ainsi on va voir apparaître une différence entre la charge QA et la charge QB, c'est-à-dire une différence de potentiel entre A et B, qui va aller donc croissante au fur et à mesure que les charges Q s'augmentent, les charges plus s'accumulent sur l'armature A. Donc ainsi nous allons voir au cours du temps la tension UAB qui va aller croissante jusqu'à atteindre la valeur E. Et lorsqu'on nous aurons atteint la valeur E, eh bien les charges plus ne seront plus du tout attirées par cette armature parce qu'il y aura entre guillemets trop de charges plus accumulées. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les charges plus s'accumulent sur cette armature, l'intensité diminue parce que cette accumulation de charges plus va rendre de moins en moins attractif le parcours par les charges plus qui partent du générateur. Donc, lorsque nous sommes arrivés à un moment où la tension UAB est égale à E, donc le condensateur est chargé et le courant s'arrête. Et donc nous appellerons T0 l'instant où le condensateur est chargé. Donc à T égale T0, le condensateur est chargé, la tension UAB est devenue égale à la tension E et l'intensité du courant est devenue nulle. Donc nous avons présenté la charge du condensateur. Nous allons maintenant présenter la décharge du condensateur, encore une fois, par une approche qualitative à l'oral. Alors, nous allons maintenant positionner le commutateur K en la position 2. C'est ce que nous allons observer sur ce circuit. Alors nous considérons que juste avant de mettre K en position 2, K était en position 1 et nous venions de finaliser la charge du condensateur. C'est-à-dire que la tension UAB était égale à E et l'intensité I était devenue nulle. Et maintenant, lorsque ce condensateur est chargé, avec UAB égale E, nous passons directement le commutateur de la position 1 à la position 2. Donc maintenant, ce circuit est fermé. Et à l'instant t égale 0, nous avons donc toujours que le condensateur est chargé, la tension à ces bornes est égale à E, et que l'intensité I est nulle. Mais ce qui se passe, maintenant que ce circuit est fermé, donc les charges plus accumulées sur l'armature A sont attirées par les charges moins de l'armature B. Donc les charges plus vont avoir tendance à se déplacer vers l'autre armature, et de même pour les charges moins. Et donc nous allons arriver à une situation d'équilibre. Nous allons avoir autant de charges plus et moins de chaque côté de l'armature. C'est-à-dire que la charge QA va devenir nulle et la charge QB va devenir nulle aussi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les charges plus se déplacent vers les charges moins, eh bien la tension UAB diminue jusqu'à arriver à 0. Et à ce moment-là, l'intensité s'arrête et devient nul. Le courant s'arrête et devient nul. Et nous pouvons remarquer que le courant qui apparaît lorsque les charges plus se déplacent vers les charges moins
est dans le sens inverse que le courant initial pour la charge. C'est-à-dire que lorsque nous allons passer à la décharge, le courant va changer de sens. Et lorsque nous sommes arrivés à l'instant t égale t0 où le condensateur est déchargé, nous avons alors que la tension aux bornes du condensateur est devenue nulle et que l'intensité est devenue nulle. Donc nous allons maintenant modéliser la charge et la décharge à l'aide d'équations différentielles. Nous allons maintenant aborder la charge du condensateur de manière quantitative. Alors nous considérons à nouveau ce circuit d'étude et nous allons positionner le commutateur K en la position 1 à l'instant t égale 0. Et nous considérons que à l'instant initial t égale 0, le condensateur est déchargé, c'est-à-dire que la charge QA et la charge QB sur chacune des armatures A et B sont tous les deux nuls. Et donc que la tension aux bornes du condensateur est nulle. C'est ce que nous écrivons. Donc à l'instant initial t égale 0, le condensateur est déchargé et la tension à ces bornes est nulle. Nous avons UAB égale 0. Alors ensuite, pour tout instant t supérieur à 0, nous allons écrire donc ce que vaut UR plus UAB. Alors si nous calculons la tension UAB plus la tension UR, ça va nous donner la tension entre ces deux bornes. Et la tension entre ces deux bornes, c'est aussi la tension entre ces deux bornes, donc, et la tension entre ces deux bornes est égale à la tension du générateur qui est constante égale à E. Donc nous pourrons dire que UR plus UAB est égal à E. Ensuite, vous savez que la UR, qui est la tension aux bornes de la résistance R, vous savez qu'une résistance R traversée, vous savez que la tension aux bornes d'une résistance R traversée par un courant I est U égale RI. Donc vous pourrez remplacer UR par RI. Ensuite, vous savez que I est égal à C fois la dérivée de la tension UAB par rapport au temps. Et donc vous allez pouvoir remplacer I par cette formule et vous allez reconnaître une équation différentielle d'un certain type. C'est ce que vous pourrez dire en complétant les blancs ici. Donc vous pouvez donner le temps de mettre la vidéo en pause pour compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma réaction. Nous avons UR plus UAB qui est égal à E, effectivement, puisque UAB étant la tension aux bornes du condensateur et UR la tension aux bornes de la résistance, la somme de ces deux tensions nous donne la tension entre ces deux points. La tension entre ces deux points, c'est aussi la tension aux bornes du générateur. Nous avons bien UR plus UAB qui est égal à E. Nous savons que UR, la tension aux bornes de la résistance R, est donnée par UR égale RI. Et nous savons que le courant I qui arrive sur l'armature A vérifie cette formule, c'est I égale C fois la dérivée de UAB par rapport au temps. Donc nous allons remplacer I par C fois la dérivée de UAB par rapport au temps. Et ici, nous reconnaissons donc une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. Effectivement, parce que nous pouvons reconnaître que cette équation de la forme est de la forme, donc une constante A fois la dérivée de UAB, plus une constante B fois la dérivée de UAB, est égale à une constante C. Donc c'est bien une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant, où la fonction recherchée est la fonction UAB. Nous avons établi que la tension UAB aux bornes du condensateur vérifie cette équation différentielle. Nous allons chercher à résoudre cette équation différentielle de façon à obtenir l'expression de la tension UAB en fonction du temps. Alors, nous allons commencer par réduire l'équation, c'est-à-dire que nous allons la multiplier par 1 sur RC de façon à ce que le facteur de la dérivée de UAB par rapport au temps soit égal à 1. Nous ferons alors apparaître un facteur alpha pour UAB et nous ferons apparaître un second membre que nous appellerons bêta. Et en appliquant la méthode que nous avons pu voir en début de séance, nous pourrons dire que UAB est une fonction de la forme UAB de t qui est égale à lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha. Nous remplacerons alpha par le facteur de UAB et nous calculerons alors bêta sur alpha à l'aide des expressions lues de bêta et alpha et nous pourrons alors donner l'expression en t de UAB. Et dans cette expression, il apparaîtra un paramètre constant lambda qui sera un réel que nous allons chercher à déterminer. Donc pour déterminer lambda, nous allons utiliser les conditions initiales. Nous savons qu'à l'instant t égale 0, la tension aux bornes du condensateur est nulle parce que le condensateur est déchargé, c'est-à-dire que UAB à l'instant 0 est égal à 0. Mais comme nous avons une expression en t de UAB, nous allons pouvoir aussi calculer UAB de 0 en remplaçant t par 0 dans cette expression. Ainsi, nous allons avoir une expression de UAB à l'instant 0 en fonction du paramètre lambda. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. En multipliant cette équation différentielle
par 1 sur RC. Nous obtenons l'équation réduite donnée par dérivée de UAB par rapport au temps, plus 1 sur RC fois UAB est égal à E sur RC. Nous lisons que le facteur alpha de UAB est égal à 1 sur RC et que le second membre bêta est égal à E sur RC. A l'aide de la méthode vue au début de séance, nous pouvons dire que UAB est une fonction de la forme UAB de t égale lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha. Nous remplaçons alpha par 1 sur RC, ça nous donne lambda exponentielle moins 1 sur RCT. Et ensuite, si nous calculons, si je me reprends, lambda fois exponentielle moins 1 sur RC fois t. Ensuite, nous calculons bêta sur alpha, donc qui va être égal, donc bêta ça vaut E sur RC, et alpha vaut 1 sur RC. Donc bêta sur alpha, c'est le quotient E sur RC par 1 sur RC. C'est aussi E sur RC fois l'inverse de 1 sur RC, donc fois RC sur 1. Nous remarquons que le RC se simplifie, donc nous rester E sur 1 qui vaut E. Ainsi, bêta sur alpha est égal à E. Nous pouvons remplacer bêta sur alpha par E. Nous obtenons que l'expression en T de la tension UAB est donnée par lambda exponentielle moins 1 sur RC fois T plus E, où lambda est une constante réelle que nous voulons déterminer. Nous voulons déterminer lambda. Pour déterminer lambda, nous allons utiliser les conditions initiales. Nous allons dire qu'à l'instant t égale 0, la tension aux bornes du condensateur est nulle, et ainsi UAB de l'instant 0 est égal à 0. Mais nous connaissons l'expression en t de UAB, nous savons que UAB de t est égal à lambda exponentielle moins 1 sur R7 fois t plus E. Et si je calcule UAB à l'instant 0 en remplaçant t par 0, j'obtiens donc lambda exponentielle 0, puisque 0 fois moins 1 sur RC donne 0, plus E. Et exponentielle 0 valant 1, j'obtiens que la tension UAB à l'instant 0 est aussi égale à lambda plus E. Nous savons que UAB de t a pour expression lambda exponentielle moins 1 sur RCT plus E, et nous voulons déterminer lambda. Nous avons calculé UAB de 0 en remplaçant t par 0, nous avons trouvé lambda plus E, et nous savons aussi que UAB à l'instant 0 est forcément égal à 0, puisque le condensateur est déchargé à l'instant t égale 0. Nous allons remplacer UAB de 0 par son expression en lambda, nous en déduirons donc la valeur de lambda, et nous pourrons alors donner l'expression de UAB de t, UAB en fonction de t, et nous pourrons même mettre grand E en facteur. Après ça, nous allons chercher à donner l'allure de la courbe de la tension de UAB en fonction du temps. Alors pour ça, nous pourrons repréciser UAB à l'instant 0, et nous pourrons aussi calculer la limite en plus infini de la tension UAB, afin de faire apparaître les points remarquables pour en déduire l'allure de la courbe. Et ensuite, nous pourrons faire une conclusion pratique. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour me donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Comme UAB de 0 est égal à lambda plus E, nous avons que UAB de 0 égale 0, si et seulement si lambda plus E égale 0, ce qui nous donne lambda égale moins E. Nous remplaçons ensuite lambda égale moins E pour avoir l'expression de UAB. Ainsi, UAB à l'instant t est égal à moins E fois exponentielle moins 1 sur RC fois t plus E. Et en mettant E en facteur, ça fait donc E facteur de 1 moins exponentielle moins 1 sur RC fois t. Alors, nous voulons représenter graphiquement l'allure de la tension UAB en fonction du temps. Alors, nous savons que UAB à l'instant 0 vaut 0. Nous regardons la limite en plus infinie de la tension UAB. C'est la limite en plus infinie de E fois 1 moins exponentielle moins 1 sur RCT. Nous savons comme R et C sont des grandeurs positives, nous savons que moins 1 sur RC est une grandeur négative, et lorsque t tend vers plus l'infini, moins 1 sur RC tend vers moins l'infini. Nous savons que exponentielle en moins l'infini ça vaut 0. Donc la limite en plus infini de cette différence va être donc 1 moins 0, qu'on peut aussi écrire 1 plus 0. Ainsi nous obtenons E fois 1 plus 0 qui nous donne E. Donc nous savons que lorsque t va tendre vers plus l'infini, la tension UAB va donc tendre vers E. Donc nous devons à l'instant t égale 0 être en 0, et nous diriger asymptotiquement vers la tension, vers la valeur E. Donc la courbe naturelle va être celle-ci. Nous voyons ainsi apparaître la variation de la tension UAB en fonction du temps. Alors, mathématiquement, nous allons dire que la UAB va atteindre la valeur E en un temps infini. Mais en pratique, UAB va atteindre la valeur E en un temps fini que nous allons noter T0. C'est pour ça que nous dirons qu'en pratique, au bout d'une durée finie T0, le condensateur est chargé, la tension à ses bornes est devenue égale à E. Donc pour T supérieur à T0, le condensateur sera chargé, et à ce moment-là, la tension UAB aux bornes du condensateur sera devenue égale à E. Nous avons établi que l'expression en fonction du temps de la tension UAB est moins grand E fois exponentielle moins 1 sur RC fois T plus grand E.
Et on se pose la question, eh bien, quelle est l'évolution d'intensité en fonction du temps? C'est-à-dire que nous voudrions l'expression d'intensité en fonction du temps t. Alors pour cela, nous allons utiliser l'égalité. Nous savons que I est égal à C fois la dérivée de la tension UAB par rapport au temps. Alors nous allons remplacer UAB de t par son expression. Et ensuite, nous allons calculer la dérivée de cette fonction en t par rapport au temps t. Et nous obtiendrons alors l'expression de la tension I en fonction du temps. Et nous pourrons représenter la variation de I au cours du temps. Pour cela, nous nous aiderons de la valeur à l'instant 0 de I et de sa limite en plus infini, lorsque t tend à plus infini. Nous représenterons donc l'allure de la courbe et ensuite nous pourrons faire une remarque pratique. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Pour obtenir l'expression de I de t en fonction du temps, nous devons calculer la dérivée par rapport au temps de ceci. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans cette expression, donc grand E est une constante, donc la dérivée de grand E va donner 0, nous avons juste à dériver cette expression, donc grand E est une constante, et moins 1 sur RC est aussi une constante. Alors, donc lorsque nous devons dériver ceci, nous allons donc écrire le facteur constant fois la dérivée de l'exponentielle. Nous savons que la dérivée de l'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc la dérivée de l'exponentielle moins 1 sur rct, ça va donner la dérivée de moins 1 sur rc fois t fois exponentielle moins 1 sur rc fois t. Et la dérivée de moins 1 sur rc fois t, c'est égal à moins 1 sur rc, puisque moins 1 sur rc est un facteur constant qui multiplie t. Donc ainsi nous trouvons que i de t est égal à c fois moins e fois moins 1 sur rc exponentielle moins 1 sur rc fois t. Alors nous remarquons que les mois vont simplifier, nous remarquons que les C vont se simplifier, donc il va nous rester en fait E sur R. Ainsi, I de t est égal à grand E sur R, grand E sur grand R, fois exponentielle moins 1 sur RC fois t. Alors il ne nous reste plus ensuite à l'aide de cette expression de calculer I de 0, calculer la limite en plus infini de I de t pour en déduire l'allure de la variation de l'intensité en fonction du temps. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous ne l'avez pas fait pour tenter de représenter I de t. Puis relancer pour avoir ma rédaction. Nous avons établi que I de t est égal à grand E sur grand R fois exponentielle moins 1 sur RC fois t. Nous voulons représenter la variation de l'intensité au cours du temps. Alors dans un premier temps, nous allons déterminer I de 0 et la limite en plus infini de I de t. Alors I de 0, nous remplaçons t par 0. Nous voyons apparaître alors grand E sur grand R fois exponentielle 0, c'est-à-dire grand E sur grand R, car exponentielle 0 égale 1. Nous savons donc qu'à l'instant t égale 0, nous sommes en grand E sur grand R. Ensuite, nous regardons la limite lorsque t tend vers plus infini de I de t, c'est la limite en plus infini, lorsque t tend vers plus infini de grand E sur grand R fois exponentielle moins 1 sur RC fois t. Nous savons encore une fois que lorsque t tend vers plus infini, moins 1 sur RC fois t tend vers moins l'infini, et exponentielle moins l'infini vaut 0, donc ce produit tend vers 0 lorsque t tend vers plus infini. C'est-à-dire qu'à l'instant t égale 0, nous sommes en grand E sur grand R, et nous devons aller asymptotiquement en 0 lorsque t tend vers plus, nous allons voir apparaître naturellement ce genre de courbe. Nous voyons ainsi apparaître l'allure des variations de l'intensité au cours du temps. Nous remarquons que t tend vers plus infini, l'intensité tend vers 0, donc mathématiquement ça voudrait dire qu'il faudrait un temps infini pour atteindre la valeur 0, mais en pratique, l'intensité va s'annuler au bout d'un temps fini, que nous appelons T0, qui correspond en fait à l'instant où le condensateur est chargé. Donc en pratique, l'intensité devient nulle lorsque le condensateur est chargé. Et donc pour T0 désignant l'instant où le condensateur est chargé, nous n'avons alors pour T supérieur à T0 que I de T est égal à 0. Nous allons maintenant étudier la décharge du condensateur, c'est-à-dire qu'à l'instant où le condensateur est chargé, nous basculons le commutateur K en position 2, c'est-à-dire que c'est maintenant ce circuit qui va être le circuit fermé que nous allons étudier. Alors, nous allons définir le nouvel instant initial. Maintenant, l'instant initial de notre étude va être l'instant où nous avons fait la bascule de K en position 2, et donc à cet instant, le condensateur est encore chargé et sa tension est UAB égale E. Alors, pour toute instance t supérieur à 0, nous allons écrire ce que vaut UR plus UAB, puisque UR plus UAB nous donne la tension entre ces deux points, qui sera aussi la tension entre ces deux points. Nous pouvons alors en déduire la valeur qui apparaît en second membre. Nous rappellerons que la tension aux bornes de la résistance grand R est UR égale RI. Nous pourrons, à l'aide de l'égalité I égale C fois la dérivée de UAB par rapport au temps, faire apparaître une équation différentielle en la tension UAB.
Nous pourrons préciser quelle est la nature de cette équation différentielle. Et ensuite, nous passerons à la résolution. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma résolution. Nous considérons UR plus UAB. UR plus UAB est égal à 0 parce que donc UAB plus UR nous donne la tension entre ces deux points. La tension entre ces deux points, c'est aussi la tension entre ces deux points. Mais comme entre ces deux points, il y a un fil, ça veut dire que nous avons le même potentiel aux deux extrémités de ce fil. Donc la tension, qui est la différence de potentiel, est égale à 0. Ainsi, UR plus UAB est égal à 0. Ensuite, nous savons que la tension au bord d'une résistance traversée par un courant I est UR égale RI. Donc disons que UR est égal à RI. Et comme I, l'intensité qui rentre dans le condensateur, est égale à grand C, à la capacité fois la dérivée de UAB par rapport au temps, nous remplaçons I par C fois la dérivée de UAB par rapport au temps, et nous obtenons cette équation différentielle. Nous reconnaissons que c'est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant et sans second membre, puisque le second membre est nul. Nous voulons résoudre cette équation différentielle. Alors nous allons commencer par la réduire en multipliant par 1 sur RC de façon à ce que le facteur de la dérivée de UAB par rapport au temps soit égal à 1. Nous verrons alors apparaître un facteur alpha, donc en facteur de la tension UAB, et un second membre bêta qui sera égal à 0, puisque 0 fois 1 sur RC vaut 0. Alors, nous pourrons alors dire que UAB est une fonction de la forme UAB de t égale lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha. Nous remplacerons alpha par sa valeur, et comme bêta est égal à 0, nous déduirons rapidement la valeur de bêta sur alpha. Ensuite, nous chercherons à déterminer la valeur du paramètre lambda. Pour cela, nous utiliserons les conditions initiales. Nous rappellerons la valeur de UAB à l'instant t égale 0, c'est-à-dire à l'instant initial. Et à partir de l'expression en t de UAB, nous calculerons UAB de 0. Puis, à l'aide de ces deux résultats, nous pourrons en déduire la valeur de lambda. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En multipliant cette équation par 1 sur RC, nous obtenons l'équation différentielle suivante avec en facteur de UAB 1 sur RC et un second membre qui est nul. Nous disons que UAB est alors une fonction de la forme UAB de t égale lambda exponentielle moins alpha t plus bêta sur alpha. Nous remplaçons alpha par 1 sur RC, et comme bêta vaut 0, bêta sur alpha vaut 0. Nous trouvons ainsi que UAB de t est égal à lambda fois exponentielle moins 1 sur RC fois t plus 0, c'est-à-dire lambda exponentielle moins 1 sur RC fois t. Nous voulons déterminer le paramètre lambda, pour cela nous allons utiliser les conditions initiales. Nous savons qu'à l'instant initial, le condensateur est chargé, c'est-à-dire qu'on avait posé que UAB à l'instant 0 est égal à E, à grand E. Ensuite, nous considérons l'expression en t de UAB, qui est égale à lambda exponentielle moins 1 sur RCT, et donc si nous remplaçons t par 0, nous avons alors que UAB de 0 est égal à lambda exponentielle 0, qui est égal à lambda. Nous commençons par repréciser la situation. Nous avons déterminé une expression en t de UAB, et cette expression dépend d'un paramètre lambda que nous avons déterminé. Pour cela, nous utilisons les conditions initiales. Nous savons qu'à l'instant t égale 0, UAB est égal à grand E, mais nous savons aussi que UAB de 0 est égal à lambda en remplaçant t par 0 dans l'expression de UAB de t. Ainsi, l'égalité UAB de 0 est équivalent à une égalité avec lambda, et en remplaçant lambda par sa valeur dans UAB de t, nous obtenons alors l'expression de UAB à l'instant t. Nous aurons ainsi complètement déterminé la tension au bord du condensateur. Ensuite, nous allons chercher à représenter les variations de cette tension en fonction du temps. Alors nous repréciserons UAB à l'instant 0, et nous déterminerons la limite en plus infinie de UAB de t, et avec ces deux éléments, nous pourrons donner l'allure de la courbe de UAB en fonction du temps. Et ensuite, nous pourrons faire une conclusion pratique. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Comme UAB de 0 est égal à lambda, dire que UAB de 0 est égal à grand E, c'est équivalent à dire que lambda est égal à E. Nous pouvons ainsi remplacer lambda par E dans l'expression de UAB, nous obtenons que UAB de t est égal à grand E fois exponentielle moins 1 sur RC fois t. Maintenant, nous voulons représenter les variations de UAB en fonction du temps. Donc nous savons que UAB à l'instant 0 est égal à grand E. Maintenant, si nous considérons la limite en plus infinie de UAB de t, c'est la limite en plus l'infini de grand E fois exponentielle moins 1 sur RC fois t. Alors, encore une fois, nous savons que lorsque t tend vers plus l'infini, moins 1 sur RC tend vers moins l'infini, et que l'exponentielle de moins l'infini est égale à 0. Ainsi, la limite de ce produit est égale à 0. Donc à l'instant t égale 0, nous sommes en grand E, et asymptotiquement, nous voulons être en 0. Donc nous pouvons en déduire que l'allure de la courbe va être de cette forme, et il ne nous reste plus qu'à la représenter.
Nous obtenons ainsi l'allure de la courbe des variations de UAB en fonction du temps. Nous remarquons que mathématiquement, la tension est nulle en un temps infini. Mais en pratique, la tension sera nulle au bout d'une durée T0 finie, qui correspondra à l'instant au bout duquel le condensateur sera déchargé. Et ensuite, pour tout instant T plus grand que T0, nous aurons alors que la tension sera nulle. Nous allons maintenant étudier l'évolution de l'intensité en fonction du temps. Nous allons pour cela utiliser l'expression de UAB en fonction du temps pour déterminer l'expression de I de t. Nous savons que I de t est égal à grand C fois la dérivée de la tension UAB par rapport au temps. Nous remplacerons UAB par son expression en t. Nous calculerons la dérivée de cette expression en t par rapport au temps t. Nous déduirons alors l'expression de I de t en fonction du temps. À l'aide de cette expression, nous pourrons donner l'allure des variations nous pourrons présenter l'allure de la courbe de I de t en fonction du temps, et ensuite nous pourrons faire une remarque pratique. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter des blancs, puis de relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. En remplaçant UAB de t par son expression, nous obtenons que l'intensité I est égale à grand C fois la dérivée par rapport au temps de E exponentielle moins 1 sur RC fois t. Nous avons ici donc un produit où le premier facteur est une constante. Donc la dérivée de cette fonction, c'est le facteur constant fois la dérivée de cette fonction. Ici, nous voyons apparaître donc une exponentielle. Donc la dérivée d'une exponentielle composée, c'est la dérivée de l'exposant fois exponentielle de l'exposant. Et donc si nous dérivons par rapport à t moins 1 sur rc fois t, ça nous donne donc moins 1 sur rc. Ainsi, nous trouvons que I de t est égal à grand C fois E fois moins 1 sur rc fois exponentielle moins 1 sur rc fois t. Nous remarquons que nous pouvons simplifier les capacités C qui apparaissent à la fois au numérateur et au dénominateur. Nous trouvons ainsi que I de t est égal à moins E sur grand R exponentielle moins 1 sur RC fois t. Alors, nous allons maintenant chercher à représenter l'allure de la courbe de l'intensité en fonction du temps. Alors nous commencerons par préciser ce que vaut I à l'instant 0. Nous calculerons la limite en plus infini de I de t, et à l'aide de ces deux éléments, nous pourrons alors donner l'allure de la courbe de I en fonction du temps. Puis nous pourrons faire une remarque pratique. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous n'avez pas encore traité cette partie, et compléter les blancs, puis relancer ma vidéo pour avoir ma rédaction. Nous avons établi que I de t est égal à moins grand E sur grand R exponentielle moins 1 sur RCT. Nous intéressons à I à l'instant t égale 0, nous remplaçons t par 0 dans I de t, nous obtenons donc moins grand E sur grand R fois exponentielle 0 vaut alors 1, nous disons que I à l'instant t égale 0 est égal à moins grand E sur grand R. Nous plaçons donc moins grand E sur grand R, I à l'instant 0 est égal à moins grand E sur grand R. Nous intéressons ensuite à la limite en plus infini de I de t, c'est la limite en quantité tendant vers plus infini de moins grand E sur grand R fois exponentielle moins 1 sur RC fois t. Encore une fois, lorsque t tend vers plus infini, moins 1 sur RC fois t tend vers moins l'infini, exponentielle de moins l'infini vaut 0. Donc ainsi ce produit tend vers 0 lorsque t tend vers plus infini. Alors, à l'instant t égale 0, nous sommes à moins E sur grand R, et nous devons aller asymptotiquement chercher 0, c'est-à-dire nous allons voir apparaître une courbe de cette forme, qui nous donnera donc la représentation de la variation de I en fonction du temps. Nous avons ainsi l'allure de la courbe donnant la variation d'intensité I en fonction du temps. Nous remarquons que mathématiquement, l'intensité va devenir nulle au bout d'un temps infini, mais en pratique, l'intensité sera nulle au bout d'un temps fini. C'est ce que nous écrivons ici. Donc en pratique, l'intensité deviendra nulle. Donc lorsque le condensateur sera déchargé, nous avons fixé T0, l'instant au bout duquel le condensateur est déchargé. Donc pour T supérieur égal à T0, l'intensité sera nulle. Donc dès que le condensateur est déchargé, l'intensité devient nulle. Une remarque pour finir, nous voyons que lors de la décharge, l'intensité est négative. Et cela s'explique parce que lors de la décharge, le condensateur a un rôle particulier que nous préciserons et nous pourrons donc commenter ce qui se passe à ce moment-là. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous avons vu que lors de la charge du condensateur, les charges plus venaient s'accumuler le long de l'armature A, c'est-à-dire que le courant qui apparaît est donc dans ce sens. Par contre, à la décharge, les charges plus vont aller dans l'autre sens elles sont attirées par l'autre armature, c'est-à-dire que nous allons voir apparaître
un courant électrique dans l'autre sens que dans le sens de la charge. C'est-à-dire que si nous voulons mesurer ce courant électrique et que nous le mesurons donc en mesurant positivement le sens initial, nous allons donc avoir une intensité négative. C'est pour ça que l'intensité apparaît négativement et nous remarquons dans cette situation, c'est le condensateur qui génère le courant. Donc le condensateur devient générateur. Donc l'intensité est négative car lors de la décharge, le condensateur devient générateur, le courant change de sens. Fin de cette séance.